On repart. Alors, on va s'arrêter sur la Russie, Laurent. Je suis désolé, mais il y a tellement de choses à raconter. Quoique, j'ai envie de parler un peu d'Afrique. Et alors, cette milice russe Wagner, je dois t'avouer que, comment ça marche, d'où ça vient. Tout le monde nous dit, je lis les journaux, on me dit, ce sont les bataillons russes, en fait, qui ne disent pas leur nom, sous donc l'aspect d'une milice privée. Frédéric, ça marche comment? C'est quoi Wagner? Mais alors justement, ça ne dit pas son nom, mais c'est très intéressant. On est en pleine transition avec ce que disait Laurence. Moi, j'appelle ça, la Russie, c'est une grande puissance pauvre. Et de plus en plus pauvre. Et tu le disais à juste titre, de plus en plus dépeuplé, avec un PIB qui équivaut à celui de l'Espagne, je crois. Enfin bon, et puis ça s'arrange pas. Et une puissance en plus dont l'économie est rentière, enfin avec du gaz naturel, du pétrole surtout, et pour l'essentiel, et puis des armes. Et puis rien d'autre. Voilà, tout ça n'est pas très puissant. Donc effectivement, c'est une grande puissance pauvre et sans doute de plus en plus pauvre. Et du coup, Vladimir Poutine joue sur des leviers qui ne sont pas coûteux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un levier peu coûteux, en réalité, à la fois sur le plan économique, bien sûr, même sur le plan diplomatique? C'est, par exemple, une milice. Donc, vous ne l'assumez pas, mais vous considérez qu'après tout, vous avez très bien le droit de l'utiliser. Puis, d'ailleurs, est-ce que les Turcs ne le font pas? Et puis, finalement, dit M. Poutine, est-ce que les Américains n'utilisent pas, ici et là, lorsqu'ils vont en Irak de temps à autre, d'autres petites puissances pour faire un peu... C'est vrai. Mais autour de l'armée américaine, en l'occurrence. Ils l'ont fait autour de l'armée américaine. C'est vrai. Et là, en l'occurrence, il établit des leviers qui vont gêner des puissances qui pourraient, à leur tour, et qui l'ont d'ailleurs déjà gêné, tiens, par exemple, sur la Crimée. Alors, prenez le cas de la Libye. L'Italie et la France ont des intérêts importants en Libye, d'ailleurs le Royaume-Uni aussi. Bon, eh bien, on envoie ces mercenaires là-bas pour intervenir et pour faire un petit peu pour être le faiseur de roi, de roitelet local, et potentiellement pour gêner considérablement l'approvisionnement, tiens par exemple en gaz naturel libyen, c'est comme 2% des réserves de gaz naturel au monde et 2% des réserves de pétrole vers l'Europe par exemple. Je résume, si on embête vraiment trop M. Poutine sur tel point qui lui est extrêmement important ou sur telle ligne rouge dans son étranger proche, qui vous dit qu'il ne va pas par une espèce de, j'ai pas de mots, enfin de meilleur mot que celui de levier extérieur peu coûteux, nous gêner en Libye. Mais alors, mieux que ça, pardon, je le dis d'un mot, la Centrafrique. Pour la Centrafrique, à peu près tout le monde se fiche de la Centrafrique. Mais oui, mais c'est pauvre du monde. J'allais te parler du Mali, moi. Alors, il y a aussi le Mali. Mais sauf que la base de Bangui, elle est très importante pour la France. La plupart des opérations militaires françaises dans le monde depuis 1960, et il y en a eu des dizaines, se sont développées sur le continent africain, pour l'essentiel en Afrique subsaharienne francophone. Et en général, on utilise cette base où on a des avions prépositionnés, des hommes prépositionnés, pour aller rayonner sur toute l'Afrique. Qui vous dit que demain, des miliciens de Wagner ne tenteront pas une opération sur la base, contre la base française en Afrique, si, par ailleurs, M. Poutine considère que la France a maintenu une position beaucoup trop difficile, beaucoup trop rigide, sur ses propres lignes rouges, ailleurs, là où ça l'intéresse vraiment, dans l'étranger proche. Et il va le faire bientôt au Soudan. Mais et il au le fait dans d'autres Mali, États. il n'y a même pas de base. Et qu'est-ce qu'il a à gagner au Mali? Il va se frotter en plus aux djihadistes. Il y a plus de 5000 soldats français. Il va vraiment s'y frotter? Moi, j'ai le souvenir qu'en Syrie, l'armée russe ne s'est jamais frottée aux djihadistes. Quant au bombardement des Sukhoi, oh là là, oui. D'abord, entre parenthèses, ils envoyaient effectivement les gens du Hezbollah et les Iraniens le faire. Et puis, les soldats, les fantassins syriens le faire eux-mêmes. Mais c'est pas tout. Est-ce que réellement, le tandem Poutine-Assad a lutté sérieusement contre Daesh ou a lutté davantage contre ceux qui menaçaient peut-être plus encore Assad, c'est-à-dire les modérés? Je ne jurerai pas. Il y a des djihadistes au Mali. Certes, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il y a surtout plus de 5000 soldats français. Et là, il y a comment dirais-je, un enjeu. On ne peut pas sérieusement penser que Wagner, à un moment, va affronter les soldats français. Les soldats français directement, non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Oh, vous savez, des incendies, ça arrive. Ça arrive un peu partout. Sans déconner. Et ça, ce sont des leviers ça peut être des trucs qui ne sont pas coûteux du tout. Et non seulement vous avez ces leviers-là, alors très très concrets, militaires, sécuritaires, mais vous avez aussi ce que disait tout à l'heure Laurent, je crois que tu as employé le mot, la cyber. Autant les Russes, avec la chute de l'URSS, ont perdu beaucoup qualitativement sur le plan militaire, je pense notamment aux navires de surface, peut-être même dans une certaine mesure aux blindés, autant sur le plan cyber, ils ont un pôle d'ingénierie extrêmement puissant. D'ailleurs, on n'arrête pas de s'en plaindre en Occident et un petit peu partout ailleurs. Eh bien, les Russes nous disent qu'ils sont capables, à assez peu de frais en réalité, de nous causer des dégâts importants en Occident et ailleurs, si on les gêne décidément trop sur leur étranger proche.
Mais ils le font d'ailleurs, enfin, les guerres cyber, ou en tout cas l'influence sur les réseaux sociaux, ils le font en Afrique pour dire qu'on est la méchante puissance coloniale et qu'il faut se débarrasser des Français, que c'est mieux d'avoir les Russes. Et puis, ce dont on n'a pas parlé, c'est la façon dont aussi se finance Wagner. C'est que Wagner vient aussi avec des géologues, avec des économistes, et puis ils regardent quels sont les sous-sols du pays, et ils disent au pays, bon, on va assurer votre sécurité mieux que les Français, parce que nous, on ne va pas se mêler de vos affaires. Ouais, nous, on ne fait pas de politique. On ne vous fera pas de leçons. C'est de la spoliation pure et simple. On vous fera pas de leçons sur les droits de l'homme. En revanche, on va se payer directement parce que notre géologue, il a vu que là, il y avait une mine, machin, et puis on va s'y mettre, et voilà. Donc, mais c'est dingue, parce que ce que tu décris là, Laurence, enfin, Frédéric, je me trompe pas, tu te passionnes pour l'Afrique depuis de très nombreuses années. Ce que tu décris là, mais c'est le retour d'une structure purement coloniale. Enfin, c'est le 19e siècle. Enfin, c'est ahurissant. C'est le colonial sans les colons. Ou alors c'est le colonial à la britannique ou à la néerlandaise. C'est ça, c'est le début de la colonisation. C'est je débarque pour... Pour moi, ça ressemble furieusement à une forme de spoliation à grande échelle. Voilà. Ce que les Chinois font de manière absolument redoutable. Mais attention, parce que nous, on va vous dire, et à juste titre, que tel chef d'État a signé un contrat en bonne et due forme avec telles entreprises chinoises. Mais ce chef d'État, il est élu par qui ? Et qu'est-ce qu'il représente dans cet État ? Et voilà, et on retombe toujours sur l'un des fléaux terribles en Afrique subsaharienne, et dans une moindre mesure en Afrique du Nord, le clanisme, le tribalisme. Et ça, du coup, malheureusement, le sens de l'intérêt collectif, je veux dire que... Alors, ça ne se passe pas qu'en Afrique, c'est vrai aussi, regardez ce qui se passe au Brésil. Mais enfin, l'Afrique aujourd'hui, l'une des plaies les plus importantes de l'Afrique sur laquelle, à mon avis, les géopolitologues passent trop rapidement, c'est ça, c'est le clanisme, le tribalisme, qui empêche en réalité les populations, ou la plus grande partie, en tout cas des populations, de voir très concrètement, de pouvoir bénéficier très concrètement de ce qu'apportent des contrats signés par quelqu'un qui est à la tête de l'État ou à la tête d'une région plus ou moins fédérale comme au Nigeria ou à la tête d'une ville, a contracté directement, mais pour lui, pour les siens. Alors les siens, c'est sa famille, c'est son clan, c'est son ethnie, c'est sa groupe confessionnel, c'est sa religion, son groupe linguistique, etc., etc. Et ça, c'est une plaie terrible pour l'Afrique. Et ça n'évolue pas. Ça a évolué dans les années 50, 60, 70 dans une certaine mesure avec la décolonisation. Pourquoi ? Parce que la notion de nation a été importée de France et d'Allemagne. Et ça a explosé. Ça a littéralement explosé dans le monde arabe avec le printemps arabe, ça c'est une certitude. Et ça continue d'ailleurs. Mais aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, je dis bien malheureusement, j'assume ce que je dis, en Afrique subsaharienne aujourd'hui, la notion d'État-nation, alors dans l'idéal évidemment, dans un cas démocratique, mais en tout cas la notion d'État et de sens de l'intérêt collectif qui en principe, je dis bien en principe, va bien avec, c'est considérablement affaibli ces dernières années. Laurence, un mot là-dessus un mot là-dessus, mais pour reprendre l'exemple que je reprends souvent, moi, parmi les pays émergents africains, il y en a un que je suis beaucoup, qui est l'Éthiopie. Et avec ce mouvement que dont vient de parler Frédéric, qui était de créer un État, un intérêt général, de manière à faire une prospérité économique qui bénéficie à tous, qui a essayé de faire dans les années 90 un Premier ministre qui s'appelait Museveni. Et on voit aujourd'hui, avec Abiy Ahmed, le fait que ça a complètement explosé, que la guerre civile qui ne dit pas son nom, elle se fait entre clans différents, parce que vous avez un petit clan qui était les Tigréens, qui ont eu le pouvoir pendant longtemps, qui en ont été exclus par je crois que c'est les Amara, je crois qu'il est les Amara ou Oromo, Abiy Ahmed, qui était un autre grand clan, mais qui a pris le pouvoir. Et finalement, on en revient à ça. Ouais, non, mais c'est ça. Et l'Éthiopie, qui était un État, qui a fait aussi son émergence avec la Chine, donc qui est fortement endetté vis-à-vis de la Chine. Là, on revient dans le travers dont on vient de parler, mais où il y avait quand même une croissance de plus de 10% par an, et qui a quand même, c'est un pays qui a évolué, qui était plein d'espoir pour tout ce qu'on pouvait penser de l'émergence africaine, et qui là, par ces questions-là, est en train de retomber, le souffle est en train de retomber, hormis évidemment ensuite les questions d'endettement non remboursables vis-à-vis de la Chine. Et bien sûr, attention à ce terme, ce mot souvent valise, ce mot trop galvaudé ou pas assez étudié, ou ce prisme déformant de croissance. Parce que la croissance, tu as tout à fait raison, l'Éthiopie était vraiment l'un des dragons. On parlait de l'Éthiopie, de l'Afrique du Sud, un peu moins maintenant, du Nigeria. Mais surtout l'Éthiopie, et dans une certaine mesure du Kenya. Parce qu'il y a un pôle d'ingénierie extraordinaire en Éthiopie, etc. Il y a beaucoup de... Mais cette croissance, d'abord, elle ne profitait pas à tout le monde. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire.
dire. Ah oui, mais là, du coup, c'est ferment de révolte. On en revient toujours à ça. L'État en soi, il affiche 10% de croissance, c'est formidable. Mais enfin, est-ce que... et d'une part, et d'autre part, sur quoi était fondée cette croissance? Est-ce qu'il y avait suffisamment de services, de high-tech, ou est-ce qu'on était encore quand même pour l'essentiel sur des mines, de l'agriculture et sur des secteurs qui profitent en fait surtout finalement aux bailleurs de fonds chinois, quoi. Bon, et là, c'était plus compliqué. Quand on fouillait, quand on grattait un petit peu, c'était quand même il y avait de quoi être, me semble-t-il, un petit peu plus circonspect sur l'Éthiopie. Vu de loin, mais juste un mot, et puis alors vu de loin, et je l'assume vraiment, quand même le sentiment que du côté de l'Afrique de l'Est, du côté du Kenya que tu as cité, du côté du Rwanda, etc., il se passe des choses là quand même, qu'il y a un pouvoir à peu près solide, qu'il y a en tout cas une économie qui se structure. Non, c'est... oui, quand même. Non, mais ça, le Rwanda, c'est le dragon d'aujourd'hui. C'est ça, voilà. C'est le modèle. Il est tout petit, voilà, ouais. C'est le modèle. C'est le modèle. Et de fait, le modèle du président Paul Kagame, c'est Singapour. Bon, là, et il l'assume totalement. Bon, ça, les choses sont claires là-dessus. Mais alors, le Kenya, oui, et regardez malheureusement ce qui se passe au nord du Kenya, avec la pénétration des islamistes, des jebeds, donc les jeunes, enfin, en arabe. Et là, alors bon, on a quand même l'ouverture sur Mombasa, on a l'ouverture sur l'océan Indien avec des investissements qui ne sont plus seulement chinois, qui sont indiens aussi, et je reste assez optimiste sur l'Afrique de l'Est, mais enfin, assez optimiste dans la mesure où on arrive à la tête de ces États à dépasser, encore une fois, et c'est pas toujours le cas, c'est le moins qu'on puisse dire, ce que j'appelle le clanisme, de manière générale. Turquie, Tunisie, je les mets ensemble, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc Laurence, tu as écrit dans Les Échos un point de vue sur la Turquie. L'intégration de son économie au marché européen devrait être renforcée. Vendre des Rafales à la Turquie permettrait de renforcer le pilier européen de l'OTAN, alors que les Américains rechignent à aider les Turcs à moderniser leur flotte de F-16. Les hommes politiques passent, dis-tu, les peuples et la géographie restent. Et en fait, en te lisant, mais c'est toute l'ambiguïté de la Turquie, c'est-à-dire, est-ce que la Turquie, c'est la Turquie kémaliste, comme tu as l'air de le croire ? Ou est-ce que c'est la Turquie, alors eux ils disent touranienne, la Turquie du Grand Est, la Turquie des loups gris, la Turquie des Hittites, comme Recep Tayyip Erdogan le dit aujourd'hui. C'est pas, tu vois, c'est pas si clair quand même. Ah non, mais c'est les deux. Les peuples restent, mais je ne sais, le peuple turc se cherche. Se cherche, mais il est les deux à la fois. Donc l'intégration économique est à mon avis le moyen d'arrimer vraiment la Turquie, parce que bon, la Turquie c'est quand même un marché important, c'est un marché important pour nous, on est un marché important pour eux. 100 millions de personnes. Voilà, il y a 85 millions de personnes, il y en a à peu près 20 millions dans la seule ville d'Istanbul et de sa banlieue, qui est quand même le poumon économique de grande jeunesse, avec une population qui est très jeune. Très haut niveau d'éducation. Voilà, donc qui est très entreprenante, alors on n'en parle pas, mais il y a des très grands groupes turcs qui sont implantés en Turquie, en Afrique, comme un groupe comme Koç, par exemple, qui est un groupe énorme. Donc la Turquie, je pense que c'est comme ce dont on a parlé tout à l'heure, on peut faire le deuil de la Turquie comme membre de l'Union européenne. Néanmoins, économiquement, on a un traité... On a une union douanière avec la Turquie qui a été signée il y a pratiquement, il y a 20 ou 25 ans, 96, qu'il faudrait renouveler et il faudrait... Non, mais là tu dis il faut leur vendre des Rafales, là tu dis il faut une alliance militaire, là tu vas loin, tu parles des drones, non mais etc. ils sont déjà dans l'OTAN. Ils sont dans l'OTAN, ils font le grand écart. Ils sont déjà dans l'OTAN, ils maîtrisent une technique que nous ne maîtrisons pas aussi bien qu'eux, qu'est les drones. Et d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ils vendent aussi des drones aux Ukrainiens, ce qui énerve beaucoup les Russes, parce que les drones russes, les drones turcs, on a vu ce que ça donnait dans la guerre entre les Arméniens et les Azéris. C'est quand même ça qui a aussi aidé les Azéris à bien viser les Arméniens. Donc la Turquie, elle est multiple. La Turquie, elle restera ce qu'elle est, et tu as raison, elle est multiple. Néanmoins, on peut faire plus économiquement dans nos liens avec la Turquie. Il y a un moyen, les Turcs sont en train de s'appauvrir avec Erdogan. Du coup, Erdogan qui, pour cacher sa misère intérieure, va à l'extérieur. C'est aussi un moyen alors peut-être que je suis naïve, mais quand vous êtes bien chez vous, vous avez un emploi et que tout va bien, vous êtes quand même moins tenté par les aventures extérieures. Et on a des choses à faire dans ce traité d'union, cette union douanière. On parle plus de mondialisation, on n'y parle pas de cyber, on n'y parle pas de développement durable. Et il y a beaucoup de choses à faire pour les entreprises françaises. On a beaucoup d'entreprises françaises qui sont aussi en Turquie.
c'est aussi pour nous un relais de croissance. Au moment où notre commerce extérieur s'effondre, on a aussi des choses à faire en Turquie. Non, moi, sur le plan économique et commercial, je te rejoins totalement. Après, la politique d'Erdogan, et tu as raison d'ailleurs de dire qu'elle n'est pas nécessairement suivie par la population, parce que les aventures extérieures que tu évoques à juste titre, ce qui est extraordinaire, c'est que alors les sondages, on peut dire ce qu'on veut du pouvoir turc, il est de plus en plus autoritaire, les choses sont claires, mais les sondages, ils sont autorisés. Et les enquêtes d'opinion en Turquie, les unes après les autres, indiquent qu'une majorité de Turcs sont défavorables à l'envoi de mercenaires, donc même pas seulement des soldats turcs, mais des mercenaires, notamment en Libye, ce qui est extraordinaire. Donc au niveau de conscience, quand même, hein. Et la population, notamment à Istanbul et Ankara, elle n'a pas voté pour l'AKP aux dernières élections municipales, ce qui a rendu littéralement hystérique M. Erdogan. Donc effectivement, il faut découpler les deux, je suis d'accord. Néanmoins, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a affaire, peut-être même davantage à un grand écart, de la part de M. Erdogan sur le plan politique et militaire. Et militaire. C'est-à-dire que l'an dernier, lorsqu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion OTAN, et peut-être même pas de pilote d'ailleurs aux États-Unis, hein, donc à l'époque de Trump, c'est le président français, enfin le président de la seule grande puissance, on va dire, ou grande moyenne puissance européenne qui restait avec le Brexit, c'est-à-dire la France, donc Emmanuel Macron, qui a dépêché. Alors pour le coup des Rafales dans la région, mais pas en Turquie, en Grèce. Voilà, en face. Pourquoi ? Pour défendre les Grecs. Ouais. Et on a dépêché aussi un navire de guerre qui a d'ailleurs, à mon avis, contribué très 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 directement à convaincre M. Erdogan de rappeler ces deux propres navires de guerre qui escortaient un bateau qui prospectait donc du gaz naturel. On va revenir sur le gaz, absolument. Voilà, c'est ça. Et depuis, la France a signé un traité d'alliance militaire avec la Grèce. Alors ce qui est intéressant... Mais ce qui me paraît, moi, parfaitement légitime. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est effectivement allié à la Turquie dans le cadre de l'OTAN. Maintenant, l'OTAN est fondamentalement dirigée par les États-Unis. Enfin, là, les choses sont claires. Pour les Américains, et personnellement, je le regrette, au fond, quel que soit le comportement de la Turquie, pour l'instant, on passe dessus parce que M. Biden veut un outil avec une rangée de soldats sans qu'aucune tête ne dépasse, et un OTAN extrêmement puissant face à la Russie et à la Chine. Très bien. Donc du coup, on ne va pas engueuler la Turquie. Et au fond, c'est Paris qui l'a fait. Et aujourd'hui, on est allié avec la Turquie, mais on est doublement allié avec la Grèce. C'est-à-dire que la Grèce est aussi dans l'OTAN, mais en plus de ça, on a doublé cette alliance d'un accord, un traité bilatéral. Donc, je dirais que sur le plan, en tout cas politique et stratégique, ce qui est sûr, c'est qu'on n'y va pas pour l'instant. Mais la Turquie dans l'OTAN, c'est un héritage d'une période révolue. C'est un héritage de la guerre froide, c'est la base d'Incirlik qui était nécessaire pour le flanc sud de l'OTAN, justement, le fameux flanc sud de l'OTAN. C'était une Turquie qui était dirigée par l'armée assez régulièrement, et en tout cas par des pouvoirs très laïques, très kémalistes, etc. C'est fini, c'est fini, Laurent. Ça fait 15 ans que c'est fini. Non, mais ce qu'il faut voir, la façon dont je l'ai écrit, c'était aussi pour préparer l'après-Erdogan. Citer Orhan Pamuk, c'était aussi la vision de comment est-ce qu'on va préparer l'après-Erdogan, parce que pour le coup, vu ce qui s'est passé aux élections présidentielles, on peut y penser. Donc c'est plutôt dans cette perspective-là. Et puis le flanc sud de l'OTAN, moi je pense qu'on en a encore besoin quand on voit comment ça s'agite dans l'ex-URSS. Et en Tunisie, gaullisme, alors question brutale, parce que le temps tombe très très vite avec vous, gaullisme ou dérive autocratique ? Alors ça, c'est une question... Alors, je dirais que c'est un petit peu les deux en ce moment, c'est-à-dire gaullisme au sens où il y a l'appropriation, j'allais dire, ou la réappropriation de l'intérêt supérieur de l'État. Et ça, c'est pas négligeable. Hein, depuis, période 58-62, tu vois. Ça ressemble à ça. Non pas que la 4e République n'ait pas été honorable, mais enfin là, évidemment, on est dans une crise institutionnelle et politique avec l'Algérie très importante. Donc ça, et pour cela, il y a ce gaullisme avec ou sans guillemets s'accompagne d'une dérive autoritaire. Attention, est-ce que c'est une dérive d'un autoritarisme? Certes, maintenant, si il est limité dans l'espace, dans le temps, et s'il est limité par le législateur, a priori, c'est légitime. Il n'est pas sûr que ce soit aussi limité que ça. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point, la Tunisie est le seul État arabe à avoir vécu, subi, je ne sais pas comment l'appeler, le printemps arabe, à s'en être à peu près sorti. Je veux dire par là, attention, s'en être sorti, c'est-à-dire que on a aujourd'hui, la jeunesse tunisienne, pour une partie en tout cas importante
de ses membres se sent trahi parce que les libertés ne sont pas toutes les libertés ne sont pas au rendez-vous de 2011, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis alors sur le plan social, je vous laisse imaginer aujourd'hui à quoi correspond la situation en Tunisie, qui est pire qu'il y a 10 ans. Bon, néanmoins, ça a quand même le pouvoir d'être constitutionnellement plus démocratique que naguère, pas très très difficile, mais il est plus qu'ailleurs dans le monde arabe, avec une trois-quarts exception qui est le Maroc. Le Maroc progresse aussi vers la démocratie, entre autres points d'ailleurs positifs. Mais enfin, sur l'ensemble du reste du monde arabe, à commencer par la Libye, on a affaire à du chaos. Et donc, de ce point de vue-là, l'actuel président dit, mais attendez, vous nous avez soutenus, vous avez voulu ce printemps, enfin vous avez soutenu beaucoup de vous autres démocrates et dans les opinions publiques occidentales et européennes et françaises en particulier, vous avez espéré que nous fassions cette révolution, nous l'avons faite, maintenant aidez-nous. Maintenant, aidez-nous à la fois sur le plan socio-économique, ce qu'on ne fait pratiquement pas avec la Tunisie, malheureusement, et aidez-nous sur le plan politique à empêcher les islamistes de revenir au pouvoir. Alors, de deux choses l'une, soit on est des vrais démocrates et on dit, écoutez, on n'y touche pas après tout, si les islamistes arrivent au pouvoir dans les urnes, écoutez, tant pis, c'est ça la démocratie, façon Obama en Égypte en 2012. Et si on est, allez, j'allais dire, je vais oser un terme très fort, si on est plus républicain que démocrate, ou gaullistes que démocrates, disons, on leur dit, bon, écoutez, on va vous aider. Mais attention, vous faites vraiment gaffe, vos islamistes. Finalement, comme on l'a un peu fait avec l'Algérie, on a soutenu l'Algérie pendant la guerre civile des années, l'État algérien, les généraux. Oui, mais on n'est pas dans l'État de l'Algérie des années 90. Non, c'est vrai. En revanche, sur le plan socio-économique, c'est toujours pareil. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous aurez d'autres pauvres, je le mets entre guillemets, boisizi. Je comprends. Et je pense que là, on est vraiment, alors j'aime pas ce terme, il est galvaudé, mais on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que 10 ans après le printemps arabe, qui est né quand même en Tunisie, je pense que l'Union européenne serait bien inspirée, avec à sa tête la France, parce que la Tunisie est extrêmement proche, et on est toujours, y compris sur le plan économique et culturel, extrêmement proche de la Tunisie, il faudrait trouver quand même de quoi soutenir ce pays, moyennant quoi l'actuel président promettrait bien évidemment des scrutins sincères et transparents selon la formule consacrée. Et il en est capable ? Je le pense. Voilà, c'est tout l'enjeu. Non, mais c'est tout l'enjeu. J'ajoute une phrase. Je le pense et notamment parce que la Tunisie est un cas un petit peu à part dans la plupart des États, des 22 États de la Ligue arabe. L'armée y est traditionnellement discrète. Non, je ne dirais pas faible, mais discrète. C'est la police en fait qui est plus importante en Tunisie. Regardez ce qui se passe en Algérie. Où l'Algérie, c'est le paradigme de ça, ou en Égypte, où l'armée est prévaricatrice, où l'armée domine depuis des décennies sans partage. Ouais. C'est pas le cas en Tunisie. Laurence, un mot là-dessus ? Non, rien du tout. Alors, Israël, mais rapidement, parce que, et puis on va avoir le temps peut-être de dire un mot, mais parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, Frédéric, j'avais été en fait déstabilisé, je dois le dire, mais tu avais évidemment raison. Parce que tu m'avais dit sur les Palestiniens en disant mais tout ça c'est fini, enfin tout le monde s'en fout des Palestiniens, c'est plus un sujet, voilà, c'est plus un sujet diplomatique. C'est-à-dire qu'il y avait un conflit, il a été relégué au simple rang de contentieux. Il se trouve qu'il y a eu, alors je sais pas si un coupe arabe au Qatar pour préparer la Coupe du Monde de football, et j'étais frappé, je regardais ça et j'étais frappé de voir les drapeaux palestiniens, mais plein les tribunes. Et j'ai vu cette phrase. Le conflit israélo-palestinien a disparu des agendas diplomatiques, mais pas de l'agenda émotionnel des peuples. Enfin voilà, la phrase m'a plu. Tu crois vraiment qu'il est derrière nous, ce conflit, et qu'il ne peut pas ressurgir justement, enfin derrière nous au niveau international, évidemment pas derrière ceux qui sont concernés au premier chef, les Israéliens palestiniens, et qui ne peut pas ressurgir soudainement. Mais bien sûr qu'il va ressurgir. Mais certainement pas sur la base d'une émotion, je mets ça entre guillemets parce que c'est un terme géopolitiquement parfaitement foireux. L'émotion, ça veut rien dire. Il y a des représentations, bien évidemment, mais regardez ce qui s'est passé il y a quelques mois avec les accords d'Abraham. Il y a eu des manifestations au Maroc, à Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis et au Soudan. Enfin, il faut être sérieux, pas une manifestation. Les gens s'intéressent d'abord à leur propre sort dans tous ces États et dans tous les autres États de la Ligue arabe. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec des drapeaux palestiniens dans un stade de foot où il n'y a pas le début du commencement d'une équipe palestinienne ou israélienne ? Mais c'est-à-dire que, ce qui est dommage d'ailleurs, mais c'est-à-dire que le Qatar est quand même en pointe dans le soutien, non pas à la cause palestinienne, mais en particulier au Hamas. Comme d'ailleurs le Qatar est en pointe dans le soutien aux frères musulmans, les fameux Ikhwan, confrérie fanatique créée en 28 et qui a pourri une grande partie du monde arabe, du monde musulman et une grande partie de nos banlieues en Occident. Bon, alors moi, je ne jurerais pas que les drapeaux distribués généreusement par l'État du Qatar
Il compte, je le rappelle, 300 000 citoyens locaux en comptant les enfants, qui sont très nombreux. Je ne jurerais pas que ça, c'est l'illustration d'une émotion extraordinaire dans le monde arabe. Tu as raison. Ils jouent avec le feu, les Qataris, non ? Ils jouent avec ce qu'ils ont pratiquement rien. Que, quand on est dans l'incapacité géographique, démographique de peser comme grande puissance, on crée Al Jazeera pour casser systématiquement tout ce qui existe dans le reste du monde arabe. Je pense que le printemps arabe a été l'une des conséquences, pas la seule, l'une des conséquences du caractère très toxique à ce niveau-là d'Al Jazeera. Et puis, on joue sur ceux qui énervent tout le monde, c'est-à-dire les frères musulmans, et on est complaisant avec les islamistes radicaux. Puis on organise une Coupe du Monde de foot. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais il vous aura quand même pas échappé qu'il y a des débats extrêmement importants, j'emploie là une litote, sur la légitimité de la prise, des conditions plus ou moins, et plutôt moins que plus, légitimes de la prise de décision d'organiser là-bas, dans des conditions évidemment climatiques parfaitement favorables. Oui, mais on joue l'hiver. Du Qatar. L'hiver où il fait quand même 25 degrés. On ramène au gaz, qui est le sujet dont on n'a pas parlé, avec Nord Stream 2. Première nappe au monde sur laquelle est sise le Qatar. Voilà. Qui nous ramène au gaz. Tu veux dire un mot sur Nord Stream 2 ? C'est-à-dire que la coalition allemande, mais il nous reste 1 minute, la coalition allemande sait plus trop quoi en faire, quoi. On va le dire comme ça. Non, c'est pas vrai, parce que Scholz, le nouveau chancelier, est un ancien collaborateur très proche de Schröder qui siège chez Gazprom, et que le président Walter Mayer est également un ancien collaborateur de Schröder, très proche de... Oui. Donc, il y a un penchant... Il a les Verts dans sa coalition, M. Scholz. Oui, il a les Verts dans sa coalition, mais ils sont quand même encore... Ils ont besoin de ce gaz. Les Allemands ont besoin du gaz pour se chauffer. Donc... Surtout s'ils arrêtent le charbon. S'ils décident enfin d'arrêter le charbon. Voilà, ils ont besoin du gaz. Donc, ils auront besoin de Nord Stream 2. Merci infiniment. À bientôt, j'espère. Et on se retrouve, nous, demain pour Bismart.